Mais je sais qu'elles sont toutes bleues, mais pourquoi tu me dis ça? T'es bizarre, toi. C'est Sonic. Là je vois. Ouais, d'accord, bah t'as qu'à aller dans un love shop et ça ira peut-être mieux si un Robotnik. Il a vu le dernier poster de Shang-Chi, ça l'a excité, il a les membres tout hérissés, il arrive plus à redescendre. En même temps, avec ce genre d'anneau, tu me feras pas croire que Marvel est pas clairement en train de le draguer. Forcément, là, il a envie de courir partout et de faire des loopings. On dirait mon tonton hippie à sa grande époque. Bon, vous avez vu que je suis délocalisé pour de sombres raisons de cas contact. Je me mets en quarantaine, mais que ce soit le Covid ou l'été, ce n'est pas ça qui va m'arrêter, puisque ici, votre fidèle commis des comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de tous ses dérivés. C'est le 309e JT Comics. Moi, j'étais tout plein d'espoir quand j'ai vu que Rihanna avait décidé d'aller dépenser un tout petit peu de son milliard de dollars au magasin de comics Forbidden Planet à New York. Je pensais qu'elle allait ressortir les bras pleins d'Alan Moore, de Ramvi, de Brubaker, créer un engouement, mais quelle ne fut pas ma déception quand j'ai vu qu'elle ne sortait qu'avec des jouets. Elle a même pas acheté un tout petit Umbrella, et là, Academy, je suis déçu. Bon, sans plus attendre, consolons-nous avec les news de la semaine. NRV. C'est la news insolente de la semaine, mais ça faisait un moment que Marvel nous avait pas autant pris pour des cons. J'ai même envie de dire qu'ils ont trop cru qu'avec leurs histoires de mutants, de brumes terrigènes, ils nous avaient poussé 4 pilles qui pouvaient nous traire à volonté. Ils sortent en collaboration avec l'application Vivi une collection de statues numériques. J'ai même envie de dire digital, tellement ça sent la grosse olive ce truc. C'est les fameux NFT, Non-Fungible Token. Il y a 5 modèles de Spider-Man, 5 niveaux de rareté. Le plus rare, c'est quand même 1000 exemplaires à 400 $ pièce. Et pour ceux qui n'auraient pas compris, vous ne repartez qu'avec un modèle de sculpture 3D, animé au mieux, mais un truc auquel vous pouvez accéder tout à fait sans payer. Je l'ai fait, d'ailleurs, tiens, apparemment ça fait comme ça. Ça s'est écoulé comme des petits pains. Je suis allé voir, il n'y a plus rien, c'est sold out. Le montant de l'opération, c'est plus de 4 millions de dollars facile pour Marvel. Si j'avais voulu ressortir un truc dégueulasse et pixelisé, j'aurais ressorti Spider-Man et Allié ou Ennemi sur PlayStation 2. Là, je comprends vraiment pas. Bon, je suis allé voir quand même sur les plus rares. Sur les 1000, il y en a déjà 200 qui sont accessibles à la revente, pas moins de 2100 $ au lieu des 400 de base. Il y en a qui veulent faire ce que Marvel a fait avec la Vision, avec leur argent sale. DC s'y est mis aussi avec les sculptures Batman Black and White, c'est un brin plus qualitatif, mais si vous voulez voir des vrais dingueries visuelles, je vous conseille de suivre avec du style en plus, Gabriel Suarez, Gal Youssef, des vrais sculpteurs 3D, ou alors d'écumer des sites comme ArtStation ou Sketchfab, c'est entièrement gratos en plus, et si vous avez de l'argent à dépenser sur du Spider-Man, pour pas cher vous pouvez avoir la dernière chasse de Kraven, je crois qu'elle coûte 15 balles en VF, et si jamais vous êtes d'humeur à la VO et que vous avez 400 balles à dépenser, vous pouvez vous faire plus de 3500 pages du tisseur en omnibus VO, un excellent format. Candor en bouteille. Certains d'entre vous sont déjà peut-être en train de regarder la dernière série d'animation Marvel sur Disney+, What If, qui vient revisiter les événements du MCU sous un autre angle, parfois assez radical. Alors c'est une série qui crée déjà quelques polémiques, alors des fois c'est que sur les réseaux sociaux, donc vous inquiétez pas, c'est une tempête dans un mini verre d'eau, mais quand même, certains s'émeuvent, s'offusquent que Marvel n'ait pas laissé faire les scénaristes qui demandaient à pouvoir utiliser des personnages de Star Wars pour faire un crossover Marvel-Star Wars. Ça sent complètement le Luke Skywalker rejoint les Vengeurs, ou peut-être Grogu se soulage sur Bébé Groot, et ça tourne mal, ça tourne mal comme quand sur Twitter Marvel a décidé de remplacer l'avatar du Captain America par Captain Carter, qui en plus porte un uniforme aux couleurs britanniques. Alors là, sacrilège, déjà que Sam Wilson venait à peine de réussir à prendre sa place, paf, il est squeezé, en même temps ils n'ont pas tort, ils se sont pas emmerdés les types à aller coloniser tout un pays, à exterminer la quasi-totalité de sa population, à se révolter contre la maison mère pour avoir un Captain America qui rappelle Elisabeth II. Et enfin c'est Dave Bautista qui a 2 doigts de faire voler les directeurs artistiques des comédiens de doublage par-dessus la 3e corde. Il s'étonne de ne pas avoir été appelé pour doubler son personnage de Drax dans la série, alors que Robert Downey Jr. reprendra son rôle d'Iron Man, et on aura droit à la performance finale de Chadwick Boseman anti-T'Challa. Alors même James Gunn est choqué. Ce qu'il va falloir bien regarder, c'est s'ils ont demandé aux comédiens, qu'ils ont dû payer forcément moins cher, d'imiter la voix de Batista, ce qui serait complètement humiliant, ou s'ils ont essayé de se démarquer. Je vous laisse me dire, en faisant attention au spoil, ce que vous pensez de cette nouvelle série Marvel, ou si vous vous en battez complètement le menton de Thanos dans les commentaires. Frank Casey. La polémique de la semaine, elle concerne l'un des meilleurs acteurs à avoir incarné le personnage du Punisher, même si tous les scénarios de toutes les saisons de la série ne se valaient vraiment pas. John Bernthal qui a posté samedi matin
7h heure française, cette photo, je l'ai vite prise en capture d'écran parce que j'ai senti qu'il allait l'enlever, on le voit, montrer du doigt un logo du Punisher repris par un département de police de Baltimore. Il n'y a aucun message, aucune légende, donc c'est très dur à comprendre. Ah bon, ça va complètement à l'encontre de la philosophie du personnage du Punisher qui est un criminel, qui à la base est en plus un vilain, qui justement lui a choisi de briser la loi qu'a juré de faire appliquer les bons agents de police, de protéger et de servir. Frank Castle, il protège à peu près et il sert sa propre vengeance. Je ne vais pas vous retracer toute la polémique, je l'ai déjà dit dans plusieurs JT, comment le co-créateur du Punisher, Jerry Conway, trouve cet usage détourné de son logo, de son personnage abominable. Garth Ennis aussi, comment même dans les comics la situation était abordée frontalement, on ne peut pas faire moins subtil que ce qu'avaient fait Matthew Rosenberg et Simon Kudranski. Il y a un truc qui me dérange avec cette photo, moi j'aime beaucoup cet acteur, donc j'ai pas envie de croire que d'un coup il a pété les plombs, mais je sais aussi qu'il a une forme de vénération pour les corps armés américains, que ce soit la police et surtout l'armée. Et en même temps, je me rappelle qu'il avait fait ses devoirs, lui il sait de quoi il parle, il a lu, on l'a vu plusieurs fois, en tout cas en photo avec des comics du Punisher, et pas des mauvais. Et puis, il avait pris position au moment où la polémique était vive, il y a quelqu'un qui lui tweetait que c'est pas parce que des tarés veulent le logo du Punisher qu'il allait arrêter d'aimer le Punisher, je pense absolument pareil. Lui il a porté son soutien, il disait que ces gens sont perdus, effrayés, égarés, ils n'ont rien à voir avec ce que représente ou ce qu'incarne Frank Castle. Faudrait qu'il s'explique, mais la seule petite porte de sortie, c'est qu'on sait qu'il est à Baltimore en ce moment pour tourner la toute nouvelle série télévisée de David Simon, celui à qui on doit la série The Wire, rien que ça, et qu'il va incarner le personnage principal, un commissaire de police, un chef de police, dans un département de police entièrement corrompu. Donc peut-être que c'est un clin d'œil, peut-être qu'en fait il aime ça, peut-être qu'il est en train de dire qu'en plus d'être excentré, ils ont choisi le logo le plus claqué du Punisher, quoi qu'il en soit. Il aurait mieux fait de mettre en photo Dolph Lundgren ou Ray Stevenson parce qu'ils sont clairement sous-cotés. Et feuillage. Même si c'est l'été, les nuits sont fraîches, donc vous ne verrez aucun inconvénient à vous faire un petit peu allumer, surtout si c'est par Tom Taylor qui est partout en ce moment. Il prépare un futur assez lugubre chez Marvel avec le Dark Ages. Chez DC, il fait voyager Batman tout autour du monde et ça sans Batpass sanitaire. Eh bien, sachez qu'il a tweeté comme quoi il travaillait depuis 2 ans sur un projet secret avec un artiste de ses rêves. Alors qui sait, il a quand même déjà collaboré avec beaucoup d'artistes géniaux. Le hashtag c'est DCDKOS, on dirait le nom d'un tout nouveau Windows qui ne bug presque pas. Alors bon, d'ici on sait ce que c'est. DK, c'est sûrement Batman, ça correspondrait bien avec la frénésie Batman de l'éditeur. OS, qu'est-ce que c'est? Peut-être organisation syndicale, Batman qui va devoir faire face à une grève de tous les majordomes, initiée par Alfred, qui va absolument se faire un petit aller-retour en Turquie pour des implants capillaires. J'achète de suite. Sinon, c'est Sean Gordon Murphy qui tease lui aussi un nouveau Batman. Il est sur le bout de la langue, il veut nous le dire, mais il peut pas. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que ça va incorporer Terry McGinnis, donc le Batman du futur, peut-être un Beyond the White Knight. Ce qui est intéressant, c'est qu'il parle de son processus créatif. Il dit qu'il va diminuer de 20% ses cadences pour ne proposer que des planches de qualité artistique supérieure et qu'il étudie beaucoup d'Alex Toth pour améliorer ses techniques. Et enfin, le réalisateur suédois Daniel Espinosa, on a peut-être eu marre d'attendre la sortie toujours décalée de son film Mobius par Sony. Peut-être que quelqu'un a drogué ses Chris Prols, mais il a tout balancé sur le film. Enfin, une petite news mais assez grosse, il a dit que c'était assez impressionnant de travailler avec des acteurs tels que Michael Keaton, Batman, Jared Leto, le Joker. Et il a dit aussi Tom Hardy, donc Venom, donc peut-être qu'il y aura un gros caméo de Venom dans Mobius, donc on se rapproche d'une espèce des Sinister Six, même si pour l'instant Spider-Man est aussi absent de l'univers de Sony que la cohérence de tous les propos des ministres qui parlent du Covid actuellement, donc peut-être qu'ils vont jouer aux dames en attendant, on verra. Jim Lee. Et cette semaine, on a eu droit à une interview du chef créatif et éditeur de chez DC, Jim Lee, et puis du tout nouveau vice-président et directeur général de DC Comics, Daniel Cherry 3, mais bon, c'est le genre d'interview assez lisse, sans aspérité, c'est même pas de la langue de bois, on dirait qu'ils ont un Magikarp ou une Gueule de Vieux dans la bouche, ça gigote, ça glisse, tu ne sais pas comment l'attraper, tu n'as rien à faire avec. C'est plein d'éléments de langage, ça parle de DC comme d'une organisation qui doit s'auto-pérenniser pour faire face aux exigences des fans dans le futur, ça parle des 4 R, rayonnement, rigueur, responsabilité, revenus qu'ils veulent augmenter, tous les R ils veulent les augmenter
pour tout le monde, pour les artistes qui créent des comics, pour les libraires spécialisés comics, hein, ça sent l'opération de drague de tous ceux qu'ils avaient vexés pendant leur prise de décision pendant la crise du Covid, la première vague, hein, quand ils avaient choisi de mettre fin à beaucoup de contrats, tous les contrats, hein, même exclusifs avec les artistes, et de s'ouvrir aux librairies généralisées, donc appauvrissant les artistes et les libraires spécialisés comics. Ils les ont rendus plus précaires, mais ils disent que non, l'édition c'est le moteur, c'est une force motrice chez DC et pour tout le reste des médias de la Warner. Ils disent que le patron de Warner est même un grand fan des comics, un grand fan du multiverse avec lequel apparemment il s'amuse à discuter des terres numéro un tel. Bon, on est ravis de le savoir. Jim Lee dit que l'augmentation des ventes pendant la crise de la pandémie, eh bien, il l'explique peut-être par le fait qu'il n'y ait plus de Comic-Con pour distraire leur lectorat, ce qui est une drôle de façon de voir les choses. Une info intéressante, c'est qu'ils vont continuer à proposer aux créateurs de continuer à éditer leurs comics sur les labels indépendants, tout en gardant le contrôle créatif de leurs œuvres, hein. C'est ce qu'ils font avec The Nice House on the Lake sur le DC Black Label ou alors le Hill House, hein, entier. La devise, c'est fewer, bigger, better, en quantité moindre, plus gros et mieux, hein, allez savoir ce que ça veut dire, mais il dit que ça sera pas comme sur Vertigo, ils vont sélectionner plus précisément les projets pour faire des projets qui impactent plus. Je sais pas du tout ce que c'est, mais en revanche, mis à part l'info que DC compte recruter des nouveaux lecteurs qui ont des nouveaux modes de consommation des comics et qui lisent en dématérialisé, eh bien cette interview sert autant qu'un curé dans une boîte à partouze, mais un curé qui voudrait y travailler, hein, pas un curé qui serait là pour le plaisir. On verra vraiment ce qu'il en ressort quand ils feront des annonces concrètes, sûrement à la rentrée à la DC Fandom. Substacked. Et voilà, Batman va encore devoir souffrir du départ précipité de son papa, hein, puisque James Tynion de Force, qui écrit le titre depuis quelques années, quitte brusquement la série, hein, en novembre pour Batman, et puis finit le Joker en avril prochain, hein, pour rejoindre l'espèce de gang d'auteurs de comics qui vont être les premiers à proposer une offre de comics dématérialisés sur le site Substack. C'est une plateforme qui avait déjà démarché toute une quantité d'intellectuels, hein, donc d'auteurs, d'artistes, de journalistes pour faire des newsletters payantes, un petit peu comme sur Patreon. Avec toutes les révélations du Guardian en ce moment qui sont sur les côtes de Marvel, hein, puisqu'ils ont encore dévoilé que Marvel au mieux payait ses créateurs, hein, pour les personnages 5000 balles et une invitation à l'avant-première, hein, au mieux, hein, donc bon, même si jamais les films rapportent des milliards de dollars, hein, je vous laisse faire le calcul. Et bien avec ce petit manque de respect des auteurs, hein, qui est déploré de plus en plus visiblement chez les auteurs, alors qu'avant ils fermaient un petit peu leur gueule, et bien quand Nick Spencer, qui a été scénariste sur Spider-Man, est allé négocier avec Substack pour leur proposer justement une gamme de comics dématérialisés avec des conditions très avantageuses pour les auteurs, hein, puisqu'on parle des meilleurs contrats de l'industrie actuellement, hein, et bien ça a tenté les gens, hein, qui ont vu qu'ils pouvaient par exemple avoir le contrôle sur des adaptations, sur les droits des adaptations ciné. On sait désormais que Spencer sera accompagné par Tynion, Michael Oeming et Aditya Bidikar pour Blue Book, hein, une espèce de format anthologique sur des rencontres crédibles avec des ovnis. Scott Snyder va lancer des cours d'écriture de comics en ligne avec Mike Del Mundo et Mike Huddleston, ses acolytes de studio. Jonathan Hickman va proposer un tout nouveau monde, hein. En fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant la première vague, à l'époque où justement le Covid avait fait mettre un genou à terre à toute l'industrie du comics, eh bien Hickman avait en urgence réorganisé toute sa ligne mutante chez Marvel pour la basculer en numérique, en dématérialisé, et finalement bon, l'industrie avait un petit peu repris du poil de la bête, il n'en a pas eu besoin. Mais c'est resté, et comme entre-temps, eh bien, en gros, il avait créé un univers, hein, c'est ce qu'il fait assez souvent, eh bien, il a décidé de réutiliser quelques éléments, d'y incorporer des tas de personnages, et ça a donné ce projet, 3 lunes, 3 mondes, plein d'histoires qui sont un petit peu parallèles mais qui viennent se rencontrer, et puis des artistes guests pour venir créer justement des univers, hein. Par exemple, on sait que Monsieur Ramvi, qui est un des auteurs du moment, sera là pour créer un système économique de toutes ces lunes. Tini Howard, avec laquelle Hickman fait des miracles, notamment sur le crossover X of Swords, sera chargé de créer tout un système magique, tandis que Al Ewing se chargera de créer des systèmes de religion. Tout ça avec plein de making-of. Moi j'ai déjà la main sur ma carte bleue, et elle est aussi chaude que ma grand-mère quand elle a vu débarquer les soldats allemands, hein, mais c'est pas sa faute, ne la jugez pas, elle aimait bien les cheveux longs sur le dessus, et puis bien rasés, bien nets sur les côtés. C'est une esthète aussi, et bon, en vrai... je blague, mais bon, je suis déjà abonné, donc il me tarde vraiment de découvrir ce 3W3M. Saladin Ahmed et Dave Acosta feront
de l'horreur avec les habitants du futur qui devront affronter des matérialisations réelles de leur phobie. Donc j'espère vraiment qu'il y en a un qui sera diarrhéophobe, on va s'amuser. Donc pour chaque projet, si vous souhaitez le suivre, il faudra s'abonner, c'est minimum 7$ par mois, et puis vous avez des packs plus avantageux à l'année, et puis vous avez des packs premium avec quelques avantages. C'est vraiment comme sur Patreon. Alors on nous dit que Substack a mis une très grosse enveloppe pour faire comme une avance sur droit aux créateurs, qui la première année seront payés par Substack, et ils n'auront pas à soucier au nombre d'abonnements, non, ils seront payés, puis après ils toucheront 90% de leur revenu abonnement. Ils peuvent faire imprimer apparemment les comics là où ils veulent, donc pour ceux qui aiment le papier, on aura aussi du papier, et puis ils gardent les droits sur les adaptations, pourvu que ça dure. Lisez cette semaine enfin, après avoir tombé l'intégralité de Criminal, je l'ai relu et ça fait un bien fou. Eh bien, j'ai réussi à finir un été cruel, donc le dernier arc de Criminal d'Ed Brubaker et de Sean Phillips. Ça m'a couché, c'est majestueux, c'est subtil, c'est bien dosé, c'est rythmé avec une précision de ouf. Même dans les dessins, il y a beaucoup plus de splash page et de l'ambiance, une ambiance qui est complètement folle. S'il ne devait y avoir qu'une dernière histoire, s'ils devaient arrêter leur univers criminel, je pense que c'est avec celle-ci, l'histoire d'un été où on suit le jeune adolescent Ricky Lawless et son père, le grand criminel Tig Lawless, au cours d'une aventure qui va tout faire basculer. C'est vraiment une histoire charnière, et tous les éléments étaient déjà là dans les premiers Criminal. C'est pour ça que j'ai pas voulu le lire avant d'avoir tout relu auparavant. J'ai déjà envie de tout relire, mais dans l'ordre chronologique cette fois, ça pourrait être marrant puisqu'on suit les personnages à différentes époques de leur vie, c'est pas du tout dans un ordre chronologique. Dans cet univers, ce qu'il y a, c'est qu'on regrette toujours un petit peu de s'attacher à tel ou tel personnage quand on en apprend plus sur lui après, mais là j'ai envie de dire qu'on s'attache forcément à l'adolescent Ricky Lawless, parce que je pense que c'est naturel déjà d'avoir plus d'empathie pour des enfants, et puis il joue sur toutes les bonnes notes, on apprend une révélation qui est clé, qui est amené, mais alors avec une douceur folle, alors que c'est un truc d'assez hardcore. Bref, pour tous ceux qui m'ont demandé si jamais il fallait avoir lu Criminal avant de lire Cruel Summer, objectivement non, puisqu'ils font en sorte que les histoires tiennent debout, mais celle-ci, vraiment, je vous conseille de ne pas l'avoir lu avant d'avoir tout lu le reste, parce que vous manqueriez des trucs et ça serait dommage. Je vous laisse me dire ce que vous lisez ou geekez, puisque c'est la fin de ce JT. Je vous remercie d'être toujours aussi nombreux à le suivre malgré l'été. Merci pour vos pouces bleus, pour vos partages sur Facebook, vos tweets, vos retweets, vos incrustations dans des stories Instagram. Je vous l'ai dit, je pars un petit peu en vacances avec vous, même si je suis là en quarantaine. N'hésitez pas à réagir sur YouTube, où j'essaie de répondre à chacun d'entre vous, sur les réseaux sociaux. C'est là aussi que vous me laissez vos petits messages pour El Bando del Pueblo, votre espace de liberté. Et puis, je vous fais des bisous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Et allez, Superman qui débarque dans Fortnite. Mais ce jeu, c'est clairement la boîte à partous de tous les personnages de la pop culture qu'on aime bien. Et là, ils s'y rencontrent tous, alors que d'habitude, ils sont interdits. Surtout, n'envoyez pas un prêtre essayer de les dissuader, c'est génial.